Bonjour à tous et bienvenue sur le Hormescast. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit FAQ. Voilà, il y a pas mal de petites questions que moi je me posais à moi-même ou que des athlètes ou même des gens qui sont abonnés au compte Instagram nous ont posé. Donc aujourd'hui, petit podcast bien chill. Donc déjà, première chose à savoir, si vous entendez des couinements, il y a personne qui est enfermé dans la cave, c'est juste que j'ai fait l'acquisition d'un petit chiot et du coup, il est tout le temps en manque d'attention. Donc des fois, il m'appelle. Voilà sur ça. Et deuxième chose, alors si vous êtes intéressé, je suppose, sinon vous ne serez pas là, si vous êtes intéressé par le powerlifting et que vous voulez vraiment tout savoir sur ce sport, j'ai sorti une gamme de e-books avec un premier e-book qui concerne le bench. Donc j'ai fait vraiment une encyclopédie du bench press en fait, donc qui est disponible sur le site internet, lien en bio. Donc n'hésitez pas à vous ruer sur le e-book parce que franchement j'y ai mis tout mon âme pendant ces 3 derniers mois. Et des personnes qui l'ont lu, en tout cas, il n'y a eu que des bons retours. Et en plus de ça, vu que je suis sympa, je vous fais croquer un petit code promo de 10%. Donc avec le code BENCH10, bench en toutes lettres, suivi de 10 et tout ça en majuscule. Donc n'hésitez pas et rendez-vous dans la bio. Commençons le podcast avec la première question que je vais te poser, Romain. Et on se renvoie la balle, on essaie d'y répondre tous les deux. Que penses-tu du nouveau fonctionnement pour la qualification France Open? Donc, est-ce qu'on fait un petit déjà tour de ce que c'est la nouvelle règle? Est-ce que tu l'as bien étudié ou tu préfères que j'explique? Je suis pas très fort en explication, mais comme tu veux. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, j'en ai entendu parler, j'ai vu aussi le Reels d'Alexis qui expliquait ça. Ouais. Mais ouais, si tu veux faire un petit débrief de ça avant qu'on en discute. Et les puristes qui ont déjà étudié de fond en large la règle, si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Mais en gros, jusqu'à maintenant, pour aller aux France Open, donc les France Elite, où il y avait les juniors, les Open, enfin tout le monde en fait qui avait le niveau de se rencontrer, tu avais juste besoin de faire un minima. Aujourd'hui, ça va être plus compliqué. En fait, aujourd'hui, tu vas devoir faire, il me semble, un minima pour aller, entre guillemets, pas un minima, mais un gros total pour aller à ce qu'on appelle le Grand Prix. Donc, en gros, les 17 meilleurs. Attends. Non, c'est pas comme ça qu'il faut l'expliquer. C'est plutôt les 8 meilleurs, donc les 8 meilleurs totaux dans ta catégorie, overall, donc toutes catégories confondues, vont être sélectionnés pour les France Elite. Et ensuite, du coup, les 17 autres, donc qui suivent, vont être sélectionnés pour ce qu'on appelle le Grand Prix. Donc en gros, le Grand Prix, ça va être un France B quelque part. De ces 17, de ces 17 participants, les 2 meilleurs vont être sélectionnés pour rejoindre le France Elite. Donc en gros, ça fera un plateau de 10 personnes au France Elite et du coup 17 personnes, dont les 2 qui vont être sélectionnés au Grand Prix. Donc voilà, Grand Prix qui fera office de championnat de France B. Et que rajouter par rapport à ça? Du coup, il n'y a plus cette notion de minima, c'est plus une notion de total entre concurrents en fait. Et voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ou c'est clair? Non, c'est clair. Du coup, il y a les 8, après il va y avoir des France qualificatives et Ouais. Et donc ça, c'est pour c'est les France Open entre guillemets. Pour ce qui va être junior, etc., ça reste je crois que ça reste normal. pareil, ouais. Ça reste normal pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, mais je pense que dès la session d'après, donc 2027, je pense que ça va être un système un peu plus encadré parce que l'objectif, je pense que c'était aussi de rendre un peu plus prestigieux les championnats de France. Et du coup, si on reste sur un modèle opposé à celui qu'ils sont en train de mettre en place sur les France juniors, ça aurait pas trop de sens. Donc voilà un petit peu pour la nouvelle règle. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que la majorité des personnes quand même se plaignaient que en soi, les championnats de France, déjà, c'était long. C'était Ouais. étalé les derniers sur toute une semaine et que finalement, la plupart des personnes voulaient voir le groupe A, quoi. Et le groupe B, bon, c'est pas qu'on les aime moins, mais c'est un peu moins impressionnant. En tout cas, les meilleurs sont dans le groupe A et on voulait voir du groupe A. Et là, du coup, on va se retrouver vraiment avec une compète où ça sera que les meilleurs, quoi. Et du coup, je trouve ça plutôt bien. Et après, je pense que ça peut aussi
on fait référence un peu à ton post que tu as fait dernièrement, mais je pense que ça peut faire un Qui a peu très bien marché d'ailleurs, étonnamment. pleurer certaines personnes qui en fait faisaient de la force juste pour avoir les minima et participer au championnat de France, en tout cas avaient l'espoir de participer au championnat de France, et là ils vont se dire que finalement peut-être que ça sera jamais pour eux, mais après avoir peut-être l'espoir de participer. Comment ça s'appelle du coup en gros le nouveau France B? C'est le Grand Prix. Ouais, le Grand Grand Prix Prix. de FA, ou je sais plus. De Après, F1. genre, après le Grand Prix. En vrai, ça peut être le nouveau goal à atteindre pour certains, tu vois, juste faire le Grand Bah Prix ouais. et pourquoi pas. Non, en vrai, je trouve que c'est une bonne chose au global, et au moins on devient un sport de plus en plus élitiste, et ça part dans le bon chemin, Ok. surtout aussi pour les coachs, tu vois, et les athlètes en soi. Ouais. Le truc, ça va être de comment les athlètes vont s'organiser pour tout ce qui est qualification, etc. J'ai entendu parler que il pouvait y avoir des complications si tu vois, tu avais des athlètes qui se blessaient ou quoi, avoir des places en réserve, tu vois, réfléchir à ça aussi. Ouais. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est une bonne chose. Et toi? Bah, pour ne pas qu'on se répète, je suis d'accord avec toi sur l'aspect déjà compétitif. Ça va être intéressant en fait, ça va être un truc, on va lancer le live YouTube et on va être hypé direct, tu vois. Plutôt que devoir se lever à Mm. 9h pour regarder le groupe B, et puis bref. Donc ça va être cool, ça va vraiment être un truc, Hep, hep, hep. C'était ça jusqu'à maintenant. Bien, je vais le faire monter parce que sinon il va. Bien. Ça, Bref. ça va faire des vues, ça. Ça va faire des vues, c'est ça, on va faire un extrait Reels. Non, non, je disais, ça va être intéressant parce que du coup, quand tu y vas, tu sais que tu mérites ta place en fait. C'est pas tant juste que, enfin, le fonctionnement de maintenant où en fait, tu allé aux France et tu te retrouvais groupe C. Et tu sais, t'avais pas ce truc de, enfin, t'es fier de toi, mais moins que si t'avais été sélectionné sur le groupe A, quoi. Attends, je le prends parce que. Hop là. Ouais, mon pépère. Du coup, voilà, tu te tais maintenant. Hop là. Et du coup, tu as parlé de ça, tu as parlé aussi du fait. C'était quoi la deuxième raison? C'était. Ah oui, ça va faire de la sélection naturelle en fait. Il va y avoir ce truc de. En fait, on va arrêter d'avoir des powers qui font ce sport par ego en fait. Genre, bien évidemment, il faut de l'ego, il faut ce côté. Je fais ce sport aussi pour développer ma confiance en moi. Donc, quelque part, atteindre des minima, ça va faire de moi une personne, on va dire, un peu chaud. Du coup, ma confiance en moi va up, etc. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais ce truc vraiment narcissique de vouloir faire un sport parce qu'il y a de l'accessibilité facile en fait au haut niveau, je trouve que c'est quelque chose de malsain et généralement ces personnes-là ont déjà arrêté la force. Hein. Donc quelque part, le côté sélection naturelle va faire son travail et c'est pas une mauvaise chose parce que ça rend ce sport beaucoup plus ça en fait. Il y a beaucoup moins de concours de tub si je puis me permettre ou de trucs comme ça ou même de trucs un peu cringe que tu vois sur les réseaux. Genre le mec il aime pas ce sport mais il le fait juste parce qu'il a un petit potentiel et voilà quoi. Donc ça, c'est cool. Maintenant, moi, ce que je pensais qui allait être plus cool, mais en fait, ça va pas être le cas, c'était plus pour les coachs, le fait d'avoir moins besoin de se mobiliser sur une semaine, tu vois. En fait, pas du tout, parce qu'on va se mobiliser plus de fois en fait dans l'année. Vu qu'il y aura le Grand Prix, il y aura les championnats de France, il y aura, enfin, tu sais, ça va se rajouter en fait, il y aura plus de compètes, plus de trucs. Donc en soi, sur ce côté-là, ça va être un peu moins cool. Et comme tu dis, ouais, le côté où va falloir s'organiser aussi en tant qu'athlète pour bien gérer ses prépas. Le fait de potentiellement être le top 2 du coup du Grand Prix et donc de se dire ok il va falloir que je fasse le Grand Prix mais que je garde la réserve pour les France qui vont arriver juste après. Enfin, c'est plein de choses à prendre en compte. Donc, moi, je trouve que ça va être intéressant à suivre. Aussi voir au niveau de l'organisation comment ils vont s'y prendre, etc., pour proposer de bonnes conditions au niveau du placement des compétitions dans le calendrier. Enfin, je pense que ça va être une année de crash test et on verra un peu comment ça se passe. Ouais. Mais globalement, très satisfait de cette règle et oui, ça fait chier parce qu'on se dit tous, bon, les minima non, mais l'accessibilité à ce championnat s'éloigne d'année en année, en fait. Mais quelque part, bon, l'augmentation des minima nous y a préparé. C'est pas comme si on était sur une base des minima 2021 et qu'on passe du jour au lendemain à, ok, les 10 meilleurs seront sélectionnés, pas les autres, quoi. Ouais. Faut Donc, voir aussi ouais. où ça va être, où va se situer les compétitions.
Parce que ça peut faire quand même pas mal de frais hein, pour pour Après, les oui. athlètes et les Ouais. coachs. Genre, imaginons le Grand Prix, il est dans le sud Bah, et... prépare-toi à ça, parce que généralement, c'est Île-de-France, ouais, le sud, genre la zone entre guillemets vers Marseille, les trucs comme ça. Genre, en fait, les clubs, ils sont très, comment on appelle ça? Au niveau de la côte, en bord de France, quoi. Ouais. Et du coup, bah, toi, si t'es au milieu de la France, tu te tapes tous les trajets, mon pote. Mais bon, après, j'ai envie de te dire, c'est aussi le côté, enfin, c'est un peu relou parce que ça coûte de l'argent, mais c'est le côté qu'on aime aussi, voyager. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien, tu vois, genre prendre un petit Airbnb, profiter avec les athlètes sur place. Donc, ça, c'est autre chose, mais bah ouais, va falloir augmenter les prix des coachings, là. Ouais, ok. Bon, bah, je pense qu'on a répondu à cette question. Je sais pas si tu as des choses à ajouter, mais je pense pas. Non, c'est cool. Mais en plus, il y a eu quand même pas mal de contenu par rapport à ça sur les réseaux et Ouais, il y en a, c'est un peu de ils ont bien fait la, leur taf. ouais, c'est un peu de la Oui. spéculation, genre Ouais, de comment ça va se passer, etc. Après, on verra bien. mais ça se passera bien, sinon ils l'auraient pas fait. Que penses-tu de la non-sélection de certains athlètes français au championnat du monde junior par manque de budget? Donc en gros, on parle clairement de mon athlète Maïna qui n'a pas été sélectionnée alors que là, elle a fait son total des France en x3 à l'entraînement. Mais bon, bref, c'est un détail. Concrètement, elle aurait pu être championne du monde et on verra bien parce que je l'ai fait mock meet. Du coup, je sais pas si ça va tomber le jour de la compète, mais je lui ai fait faire un petit mock meet du coup au moment des mondes. On verra un petit peu ce qu'elle va lâcher à l'entraînement, mais ça peut être drôle. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi? J'en pense que déjà, j'avais la rage hein, pour Maïna. Ouais. J'étais vénère. Enfin, je me suis mis à sa place et je me suis dit, putain, tu sais, t'as fait le taf et tout, t'as les Ouais. minima et finalement, t'apprends, je sais pas si elle a pris sur un post ou par message, mais Oui, complètement. ouais. Je crois. Non, en fait, c'était une liste en mode. Je suis plus dans la liste. Elle m'a dit un truc comme ça. Et là, Non, je crois elle a pas eu de message direct. Elle a juste eu un truc en mode elle est pas dans la liste. t'es pas dans la liste. Tu sais, tu vas Ouais, c'est regarder ça. un peu Ouais, tous c'est les ça. Un peu comme quand tu sais, tu vas voir tes résultats au bac et tu vois t'es marqué non favorable. non favorables, mais t'as 18 sur 20, c'est. Tu sais, le truc qui n'existe pas en fait. Ouais. Ouais. Et ouais, franchement, Donc ouais, un peu dégoûté pour eux. dégoûté. Après, je Après, peux comprendre que la France, oui, bien sûr. elle se réserve pour les World Games. En fait, émotionnellement, toi comme moi, enfin moi en plus c'est mon athlète, enfin je la suis au quotidien, donc en fait je sais ce que ça implique pour elle. Ça nous dégoûte émotionnellement, donc on est, ouais, c'est pas énervé, c'est plus déçu en fait, parce que la manière dont ça a été dit aux athlètes, parce qu'il y a d'autres athlètes, bien évidemment, il n'y a pas que Maïna, mais là on parle d'elle parce qu'elle est concernée dans le coaching, mais il y a d'autres athlètes, la façon dont ça a été amené, surtout le truc de le choc émotionnel en fait. Tu sors des France, tu es toute contente, tu reçois ton mail de la part de celle qui gère, etc. Tu vas au monde, etc. Tu es ajouté au groupe WhatsApp, SBD qui te demande tes tailles pour le singlet, enfin bref, full hype. Et on était quoi, un mois et demi avant, je sais pas, même pas, un truc comme ça. Tu reçois même pas un message en mode individuel de ouais, bon, ça va être chaud pour le budget, nanana, mais t'inquiète pas, tu es obligé de réclamer quelque part ton message individuel. Ça, j'ai trouvé ça moyen. Maintenant, encore une fois, c'est mon avis. Hein. Peut-être pour certains, en fait, c'est le budget et après le reste, on s'en fout. Maintenant, si voilà, on parle des choses. Enfin, oui, c'est explicable, c'est compréhensible. S'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de budget. Oui, évidemment, on va mettre plus de moyens pour les Open parce que c'est plus de prestige, potentiellement aussi plus d'argent. Oui, le Costa Rica, c'est loin, etc. Donc ça, c'est totalement compréhensible. Mais il y avait pas mal de critiques par rapport à ça. Mais en fait, quand tu vois que la licence est de plus en plus chère, les compétitions sont de plus en plus chères. Faut pas croire, hein. Quand tu fais les championnats de France, c'est pas gratuit. Tu es sélectionné, mais tu lâches 100 balles pour les faire, sans parler du Airbnb. En fait, il y a énormément de frais. Et moi, du coup, ça me saoule en fait quand tu mets tout en place et c'est le budget qui fait que tu vas pas au monde, alors que tu mets tout en place, que tu as payé ta licence, etc. Ça, c'est un peu dégueulasse. Mais, encore une fois, s'il n'y a pas le budget, il n'y a pas le budget. On n'a pas qu'à être trop fort, on n'a pas qu'à être une trentaine d'athlètes en junior à être sélectionnable et juste on est trop chaud en fait. Mais j'ose espérer et en tout cas, moi, voilà, je continuerai à parler de ce sport, etc. pour que le budget explose et qu'en fait on puisse envoyer tout le monde. Ça, c'est l'objectif long terme de toute façon. Mais voilà, il y a des choses qui sont pas très compréhensibles
parce que je me dis, comment ça, il n'y a pas le budget, tu vois. Genre, surtout pour des athlètes qui sont potentiellement top 1. On ne parle pas du top 10. Là, à la limite, je peux comprendre. Même si c'est frustrant, je peux comprendre. Là, on parle d'athlètes qui étaient potentiellement champions, en fait. Donc, qui auraient pu rapporter de l'argent. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais... Mais le truc, c'est que moi, j'ai un peu une vision un peu entrepreneur. Et du coup, je me dis, bah, quand j'ai un problème, je peux trouver des solutions, tu vois. Oui. Et là, c'est d'annoncer le truc en mode, bah, c'est du budget, mais en gros, il y a aucune démarche, rien qui a pu être fait pour. Parce que, tu vois, j'imagine le truc, j'ai vu en commentaire, bah, on peut faire une cagnotte et tout, enfin, trouver des solutions, quoi. Ouais, mais après, le truc de la cagnotte ou le truc de OK, mais je peux me rendre à mes frais au championnat du monde, quelque part, ça crée potentiellement comment dire, ça crée un déséquilibre parce que celui qui peut se payer son billet d'avion, en fait, il va être favorisé par rapport à celui qui peut pas se le payer, tu vois. Enfin, ça, je peux comprendre que ça peut pas. C'est un- quelque part, on peut pas être individualiste sur ça, tu vois. Même si c'est sa propre compétition, ça rend quand même les choses déséquilibrées. Si En fait, quand on parle d'argent, généralement, c'est soit l'argent, ça rentre pour tout le monde est Ouais. égal, Ouais. soit en fait, il y a un déséquilibre, tu vois. Donc ça, je peux comprendre. Maintenant, oui, il n'y a pas eu forcément. Mais en fait, le truc, c'est de s'y prendre grave en retard comme ça. C'est un truc. En fait, le budget, c'est un truc qui se gère, comme tu dis, hein, en étant entrepreneur, nous, on gère notre budget. On va pas lancer un projet si on n'a pas de budget, tu vois. C'est quelque chose qu'on regarde à l'avance. Donc c'est ça qui m'étonne, en fait. C'est ce truc de Mm. un mois avant les championnats du monde, ah ben on n'a pas le budget. Tu vois, genre en mode en sortie du championnat de France, tu dis directement aux athlètes, on n'a pas le budget pour cette année. Par contre, les Europes, c'est pas très loin, on peut vous y. Ça, il n'y a pas de problème. Mais comment ça, au dernier moment, il n'y a pas le budget? Genre, y a quelqu'un qui a détourné des fonds. Enfin, Moi, tu me parles pas de budget. on y va à la nage. Enfin, je sais pas, genre. Mais bref. Non, mais oui. Et après, tu vois, sans parler d'individualisme, mais tu sais, je sais pas, ils auraient pu trouver des solutions. Je sais pas s'il manquait, je sais pas, il y a combien d'athlètes là qui sont pas sélectionnés? 4-5 Ouais, non, non, plus, plus? une dizaine. Une dizaine? Ouais, Ok. plus d'une dizaine. Ouais. Et il y avait des gars comme Malik Triolet. Enfin, c'est pas, encore une fois, on parle pas du no-name top 10 à peine. Enfin, il y a encore top 10, excuse-moi, mais c'est déjà énorme. Hein. Enfin, c'est top 10 monde, donc voilà. Enfin, voilà, on parle de personnes qui étaient potentiellement sur le podium, voire la première place. Ouais, après, je pense que, tu sais, ils se sont dit, tu sais, ça va faire tellement sport de pauvres, peut-être s'ils demandent aux forceux de faire une cagnotte pour envoyer leur athlète. Ah, mais clairement, mais bref, de toute façon, on n'est pas dans le système, on n'a pas on n'a pas les chiffres devant nous, donc on peut pas non plus se permettre de comment dire, de dire des trucs en mode bon bah ils auraient pu, voilà, on n'a pas les chiffres. Mais émotionnellement, on est dégoûté parce que voilà, encore une fois, on se met à la place de l'athlète et même en tant que coach, on bosse pour ça. Hein. Donc quand on atteint l'objectif et que finalement on peut pas l'exploiter, c'est chiant. Mais maintenant, voilà, on peut comprendre qu'au niveau du budget, c'était short et j'espère que ça sera mieux géré dans les années à venir. Ouais. Voilà. Question numéro 3. Alors, donne-moi 3 trucs à améliorer dans le fonctionnement des compétitions. Genre, que ce soit au niveau des moyens humains, des moyens, le matos, si tu as des idées qui te passent par la tête. Eh, tu veux que je bug pendant 5 minutes sans rien Ouais, dire ok, ou quoi? vas-y, je commence, comme ça te laisse le temps de réfléchir. Vas-y. Alors là, on parle dans un monde utopique. Hein. On n'est pas en train de dire que on n'est pas content, je sais pas quoi. C'est vraiment si on pouvait faire les choses à 100%, voilà, on ferait ça. Moi, je pense déjà au niveau du matos en chauffe, minimum 2 combos qui sont correspondants avec celui du plateau. Ouais. Minimum. Hein. Parce que on a déjà fait test au France Bench, bah, en fait, tout le monde est dessus, donc c'est chiant. 2, ça peut être pas mal. Après, si forcément la totalité des combos en salle de chauffe sont identiques à celui sur le plateau, ça peut être pas mal. Mais par exemple, au championnat de France, il n'y avait aucun combo maniaque. Donc en fait, on s'est retrouvé à. Tu sais, on était là en mode, on faisait des stratégies. Ouais, c'est lequel le pad le plus dur. Du coup, forcément, tout le monde fait les mêmes stratégies, donc on se retrouvait tous sur le même. C'est un peu relou, quoi. Donc, rendre prédictible la performance de son athlète sur le plateau en passant par un matos standard. Première chose. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai peut-être bugué pendant 10 minutes aussi. Mais du coup, tu parles que au niveau des championnats de France? Non, ah bah non, non. Si on, comment dire, dans un monde utopique, ça serait à tout niveau. Maintenant, forcément, je peux comprendre que à ta compétition,
dans le bled paumé, t'es même pas accès à un combo rack en salle de chauffe, que ça soit un Bah, banc. après, moi, ce que je vois, c'est que ouais, il y a une grosse amélioration sur l'espace de chauffe. Ouais. Déjà au niveau du matos, mais aussi sur. Bon, ça se passe quand même bien parce qu'on n'est pas des animaux, mais sur qui va prendre quel matos pour s'entraîner, tourner, tu vois, tourner en échauffement. Tu vois, Ouais. peut-être à l'avenir, tu vois, j'imagine, si le sport prend vraiment beaucoup d'ampleur, peut-être avoir des racks, je sais pas, réservés à certains athlètes. Tu vois, genre, je sais pas, par exemple, pour le squat, on met 6 racks à disposition et tu as, le numéro. Tu vois, tu as 4 personnes par rack et c'est défini. Ah, par exemple, un numéro de lot pour les racks, genre. Ouais, voilà. Genre en mode Ok. vraiment un truc Ouais, pas cadré. mal. Ouais, comme ça, on n'est pas obligé de se rentrer dedans en salle de chauffe en mode ouais, non, j'étais là et tout. Ouais, c'est ça. Je pense Ouais, que ok. ça peut être pas mal, tu vois. Parce que c'est un peu le truc que je vois sur chaque compète. C'est un peu. Tu sais, tu vois les athlètes un peu en stress, les coachs en mode vas-y, viens, réserve celui-là. Ah, vous êtes combien? Bah, on est 8. Ok. on Ouais, c'est va, ça. on va aller sur l'autre. Vous êtes combien? On est deux. Est-ce que je peux venir? Non. Mais ouais. Ok. Et tu vois, ça peut même créer des embrouilles par moment. Mais bon, si ça arrive pas trop, mais en soi, ça pourrait arriver à cadrer un peu ce truc-là. Et aussi, tu vois, tu as des athlètes qui sont un peu en stress parce que ils doivent tourner à beaucoup plus que prévu sur un rack ou tu vois, ils sont un peu Ouais, et short au au dernier niveau timing. moment, quand c'est les last warm-up, t'es un peu dans la merde au niveau du temps et tout. Ouais, Ouais. ouais, je suis d'accord. Ok. Après, ça va être aussi sur la transmission d'informations sur les compètes. Bon, en France c'est bien cadré, tu vois, parce que tu as une télé en chauffe Ouais. qui t'indique les passages, etc. Enfin, ça, c'est aux France, Ouais, mais au France, ouais. Mais ouais. sur des compes sur des compes régionales, c'est pas tout le temps Ouais. le cas. Et du coup, ça Genre, mettre une règle, par exemple, minimum un écran pas en salle de chauffe, mais dans le couloir, pour que tu sois pas obligé d'aller à la table des arbitres, demander quand ton athlète passe, Hmm. ou alors voir avec des tickets, je sais pas quoi. Parce que Ouais. ça, c'est super chiant, en fait, quand tu as plusieurs athlètes sur le même plateau, ce qui est généralement mon cas quand je suis en compétition régionale. Je me retrouve, en fait, à devoir visualiser quel athlète a telle barre, alors que je connais pas les athlètes. Et du coup, me dire, OK, tu passes après et tout, ça, c'est super chiant. Ouais. Donc ouais, une télé minimum dans le couloir de la mort, comme je l'appelle. En vrai, j'ai un truc. Si on pouvait avoir des chargeurs par heure, enfin surtout des chargeurs en salle de chauffe, Ouais, ouais. en vrai, ça pourrait être pas mal dans un monde utopique. Ah, si j'avoue. Vraiment, bah tu vois, avec, t'imagines la salle de chauffe où genre t'as ton numéro de lot, t'en as 4 sur le rack, et genre Et t'as des chars. Ouais, et t'as deux mecs qui gèrent en fait les 4 putain. Mais en fait, c'est la fin du burn-out. C'est ouais. le début de la belle vie, ça. Non, Après ok. après les coachs ils font plus rien, tu sais. Ils regardent en mode ils sont là. Juste Ouais, ils regardent, ils font ouais, fais gaffe à ta depth, t'inquiète. ouais. Juste, ah, plus bien, ah, plus bien. La petite marmotte, là. Non, après sinon je trouve que c'est quand même bien, tu vois, je réfléchis en même temps, mais Peut-être le fait de mettre la table du jury à l'opposé, c'est peut-être pas une bonne idée. Je sais pas pourquoi ils font ça d'ailleurs. Il faudrait que je pose la question. Mais en fait, on doit courir de notre ticket. Et en fait, même par exemple pour un euh, changement de ticket au dernier moment au deadlift, tu peux pas et être avec ton athlète et être en train de donner le ticket pour le changement. Donc tu dois passer par un collègue ou un truc comme ça. Ça, je trouve ça pas pratique en fait de devoir courir ou même être loin en fait de la table des jurys. Donc, je serais d'avis potentiellement de mettre la table du jury ou jury ou juré. Non, c'est même pas ça. C'est même pas les jurys. C'est le staff technique. Je sais pas comment ils appellent ça. En ouais, je sais gros, pas. la table où tu donnes les Ouais. tickets, quoi. Ouais. Non, c'est pas le jury parce que le jury c'est ceux qui Ouais, le arbitrent. jury, c'est ceux Ouais. qui Bah font les pourquoi trucs. pas mettre la table technique avec les jurys comme ça, on est juste à côté, quoi. On peut faire tout d'un coup. Encore une fois, peut-être qu'il y a une explication à ça, mais je ne l'ai pas. Donc ça pourrait être pas mal en vrai. Mm. Bah, en fait, c'est que le jury, en fait, il est généralement sur le plateau. Et du coup, on veut éviter qu'il y ait des personnes qui viennent sur le plateau. Du coup, c'est un peu compliqué, tu vois, si on met le jury loin. Bah non, on reste. En gros, le jury et le staff technique où tu donnes les billets, tu les mets au même endroit. Comme ça, tu as une table où
tu passes en premier par le staff technique pour donner ton billet. Et si tu as un truc à dire, tu peux avancer juste de quelques mètres à côté. Ouais, en Devant vrai, les c'est jeux. bien. Ouais, À ouais, je suis voir. d'accord. Ou alors juste créer un jury qui reçoit les billets. Ah ouais, mais non, parce qu'en gros, quand tu reçois le billet, tu dois donner au staff technique pour que le Excel soit mis à jour. Ouais, en vrai, je comprends. Je comprends l'organisation, mais c'est un peu relou. Est-ce que tu as un dernier truc qui te passe par la tête? C'est vrai que je pose des questions, je les ai même pas préparées moi-même. Hein, Euh, en vrai, je trouve que c'est plutôt bien fait, sinon. Ouais. En vrai, peut-être standardiser le nombre d'athlètes par plateau. Parce que je sais qu'il y a une limite basse et une limite haute, mais il n'y a pas l'entre-deux en fait. Et du coup, ça rend les temps de repos des fois enfin, parfois très longs, parfois très courts, et des fois mid et c'est bien. Mais peut-être ouais, vraiment dire, OK, il nous faut tant d'athlètes. À la limite, s'il y en a moins, voilà, on trouve des solutions en rajoutant des minutes entre chaque passage, etc. Mais vraiment mettre une limite et pas très haute. Parce que j'ai l'impression que la limite, elle est trop haute. Je crois que c'est Eh, ah, 15. attends, tu sais dans un monde idéal, attends, je pense à un truc. Vas-y. Je pense à dans un monde idéal, tu vois, genre, chaque coach a un petit boîtier. Et en fait, Hmm. quand l'athlète passe, et que ça se termine, genre, tu as la minute qui défile. Ouais, et tu dois marquer ton. Ok. Et tu peux choisir la barre sur le boîtier et ça valide. Comme ça, t'as pas le truc de courir et tu peux vraiment prendre ta minute des fois pour réfléchir ou Ouais, et comme ça, tu peux faire ton changement de barre au deadlift, par exemple, en étant avec ton athlète. voilà, ouais. Ok. Et tu peux demander, par exemple, tu sais, il y a un bouton en mode overturn, genre quand t'es pas d'accord avec l'overturn et que tu veux Ah ouais, avoir genre réclamation, genre tu peux ouais, appeler réclamation. réclamation et tout. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être Je pas pense que mal. ça peut être pas mal comme ça. Au moins, t'es carré avec la minute et Ouais. t'es pas obligé de faire Ouais, et ce surtout, qu'on a dit surtout que avant, genre. ça serait pas des gros frais, je pense, parce qu'en vrai, c'est un boîtier que tu rends. Donc en gros, ils en achètent une, je sais pas, il y a combien d'athlètes? Ouais, une vingtaine, tu vois. Et à chaque plateau, en fait, ils le redonnent, quoi. Ils le reset. Enfin, Ouais. juste ils attribuent un numéro à un coach, un numéro de boîtier à un coach. En vrai, bon, fais voir si vous passez par là. Vas-y, mec, viens, Viens, on fait un viens, on fait des boîtiers. Hormès, merde. Hormès Transmès. Ok. Ton avis sur le sport santé, l'équilibre chez les sportifs qui cherchent la performance. Alors ça, c'est une question que j'ai eue par rapport à un de mes athlètes, par rapport au poste d'hier. Hmm. Parce que j'ai parlé en fait du fait que pour moi, le sportif de haut niveau, celui qui cherche la performance du moins, c'est pas quelqu'un d'équilibré et au contraire, il ne recherche pas l'équilibre. Pour moi, un Ouais. sportif de haut niveau, c'est quelqu'un de déséquilibré qui va rechercher justement le côté extrême et donc déséquilibré de sa pratique. Et c'est ça qui va le faire performer justement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a des personnes qui ont tu sais, le discours en mode ce qui fait performer, c'est l'équilibre. Alors oui et non, tu vois. Bien évidemment, si tu es trop déséquilibré d'un côté ou d'un autre, tu vas crash. Euh, mais en fait, si t'es pas assez déséquilibré, c'est que tu es trop dans la simplicité généralement. Tu es trop dans l'agréable. Et ce qui est agréable, généralement, c'est pas ce qui fait performer sur le long terme. Hmm. Donc toi, est-ce que tu as une vision un peu plus développée, un peu plus propre à toi ou... Ouais, je suis d'accord avec cette vision-là. Je sais que moi, j'ai des athlètes qui. J'en ai en fait qui recherchent vraiment la perf et du coup qui sont OK avec le côté déséquilibré et d'autres qui cherchent un peu plus d'équilibre et du coup qui, quand ça devient vraiment dur, même si je les pousse à faire à aller plus loin, se freinent un peu eux-mêmes et cherchent un petit peu plus à avoir cet équilibre dans la vie, vie perso, vie sportive, vie Ouais, pro, etc. Mais ouais, je suis d'accord avec le constat. Après, en fait, comme ce que tu as pu dire en fait sur ton dernier carrousel, en fait, il faut être OK avec ses choix. Genre, si tu veux avoir des résultats de ouf, va falloir que tu fasses des sacrifices et que tu mettes un peu de côté ta vie sociale, plein de choses en fait. Parce que, en gros, j'ai écouté une vidéo de Denis Gallois, je sais pas ouais, si tu vois. En gros, sa vidéo où en fait où il disait qu'il allait moins s'entraîner et que en fait dans la vie en fait on a des pièces. ouais, j'ai vu sa vidéo. Ouais. T'as vu.
et qu'en fait, on a un nombre limité de pièces et on peut choisir de mettre. En fait, les pièces, c'est ton temps. Et si tu as 24 pièces dans la journée, bon, t'en mets 8 à dormir, tu vois. Et après, c'est combien de pièces tu mets en fait sur la FA. Et donc, arriver à. Si tu veux vraiment progresser en FA et vraiment atteindre le top niveau, il va falloir peut-être investir plus de pièces et du coup moins de pièces sur certaines choses. Mais tu peux quand même avoir des bonnes perfs, un bon niveau, en équilibrant un peu tes pièces et en ayant Ouais, une c'est ça. pratique, on va dire, raisonnée. Donc après, C'est voilà, ça. c'est. Faut Ouais, être d'accord, tu vois, avec. et puis chaque personne aura aussi son, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais son stock de résilience. Il y a des personnes pour qui peu va déjà être beaucoup, tu vois. Hmm. Et il y a des personnes pour qui la dose de peu pour cette personne va être très très peu pour. Enfin, elle va être. Non, la dose de beaucoup pour cette personne va être très peu pour elle. C'est aussi ce truc qui va faire que tu es fait ou pas pour performer. Moi, perso, je sais que vu que j'ai un gros passé sportif, je connais un peu mes capacités à me pousser et aussi à faire des choix difficiles. Enfin, ça fait pas depuis 2 ans que je fais des concessions. Tu vois, moi, en troisième, quand j'étais encore au collège, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire des concessions sur le fait de pas manger de la merde tout le temps, quand les copains ils proposaient tout le temps d'aller bouffer tacos, le fait de devoir m'entraîner alors qu'il y avait des premières soirées. Donc, tu vas pas en soirée parce que le lendemain, tu sais que tu es en entraînement. Moi, c'est un truc qui est naturel chez moi. Mais il y a des personnes qui passent du jour au lendemain, en fait, dans un mode de vie, on va dire fitness power, tout ce que tu veux, enfin, on s'en fout. Et en fait, ils vont pas tolérer cette petite dose de frustration, cette petite dose de difficulté. Et c'est là où ça crée un déséquilibre. Moi, c'est mon équilibre d'être déséquilibré, tu vois. C'est marrant dit comme ça, mais genre une vie justement équilibrée où en fait, je sors autant que je m'entraîne, ça me ferait paniquer, tu vois. Et puis, le manque de résultats ou la stagnation que ça va amener ou les problématiques que ça va amener vont générer plus de mal que de bien. Là où il y a des personnes, en fait, ils vont progresser parce que ils vont être déséquilibrés au niveau vie sociale, entraînement, et ça va pas leur convenir. Parce que ce que la progression va leur apporter dans leur vie va pas être assez élevé que une vie sociale équilibrée avec un sport équilibré et des résultats un peu moindres, tu vois. C'est Ouais. aussi une question de dose. Et t'as des mecs, en fait, qui se mentent aussi à eux-mêmes et qui même sont un peu dans une dissonance parce qu'en fait, ils vont mettre beaucoup d'énergie, en fait, dans leur entraînement, beaucoup de temps, en fait, en FA. Mais à côté, en fait, ils vont faire n'importe quoi, tu vois, sur leur sommeil, sur leur nutrition. Ouais. Et du coup, ne pas avoir les résultats escomptés, alors qu'en fait, pour eux, tu vois, ils se donnent à fond, tu vois. Ou alors les avoir et je crois que ça s'appelle le biais du survivant, un truc comme ça. En gros, ils font de la merde, mais ils ont les résultats et du coup ils disent ouais, mais en fait tu peux avoir des résultats en faisant de la merde, tu vois. Ouais, ouais. J'ai déjà vu pas mal de personnes vanter une diète merdique et ensuite dire non mais c'est pas. Alors oui, c'est pas comment dire, c'est pas la diète qui va faire que tu vas total 800, tu vois. Mais c'est pas non plus ça qui va, enfin c'est pas non plus avoir une diète de merde qui va t'aider, tu vois. Mais bref, c'est une question encore une fois de créer ton propre schéma de travail. Enfin, je ne saurais pas l'appeler, mais créer ton propre schéma de fonctionnement et conscience en fait de ce que le schéma va te permettre, en fait, enfin vers où le schéma va t'emmener, tu vois. Et généralement, les personnes qui sont OK avec ce schéma-là, c'est les personnes qui sont heureuses et qui progressent dans leur pratique et dans leur vie, quoi. Donc, Ouais, c'est juste cette question-là. faut que tu sois à l'aise avec ce que Ouais. tu veux et ce que tu as Ouais. envie d'investir, tu vois. Je pense que foncièrement, les personnes qui ont arrêté ce sport aimaient réellement le power, ou du moins ce que ça leur procurait. En fait, ils n'ont pas réussi à retourner un peu un pas en arrière et de se dire, OK, ça me convient pas d'être déséquilibré. Et au lieu en fait de juste reculer d'un pas en arrière et de recréer l'équilibre, ils ont tout arrêté Mm. pour être de nouveau déséquilibrés, tu vois. Parce qu'ils peuvent pas tendre vers cet équilibre. Quelque part, ça leur fait peur. Soit on fait les choses à fond, soit on les fait pas du tout, tu vois. Ouais. Et ça, je peux comprendre en vrai. Ça, j'en ai pas parlé dans le post, mais je peux comprendre que en fait, tu puisses pas accepter le fait d'en faire moins et du coup d'avoir moins de résultats, tout en ayant bien évidemment du positif, hein, donc plus de temps pour toi dans ta vie, etc. Ça, je peux comprendre. Quelque part, moi, c'est peut-être pour ça que j'aime ce déséquilibre, c'est que je sais que s'il n'est pas là,
je vais pas m'investir et je vais arrêter. Et je vais En fait, partir vers une autre pratique qui va me foudroyer tout autant, tu vois. en fait, tu trouves dans ton équilibre, dans le déséquilibre Totalement. du sport excessif, on va dire. Et Excessif. encore, ouais, Donc, c'est genre tu t'entraînes 4 fois par semaine, quoi. C'est ça. J'ai connu des personnes excessives pour le coup. C'est pas ça. C'est pas. Et j'ai jamais vu un de mes athlètes être excessif. Et j'ai rarement connu d'ailleurs des personnes excessives. Une personne excessive, c'est une personne qui va s'entraîner déjà tous les jours, même si elle sait que c'est pas bon pour elle, c'est qu'elle ne peut pas s'en passer. En fait, ça va créer de l'angoisse chez elle et une angoisse qui est tellement forte que ça peut se traduire même par des crises d'angoisse, etc. Ça, c'est une personne excessive. C'est une personne qui fait des mauvais choix en ayant conscience parce qu'elle ne peut pas faire autrement, tu vois. Nous, on n'est clairement pas excessif. On s'entraîne 4 fois par semaine, entre 1h30 et 2h30, tu vois, et encore. On fait 3 mouvements et si on fait plus de 2 renfos, on est cuit. Il y a un moment, non, c'est pas ça être excessif. Faites du sport type triathlon, un sport un peu extrême, genre trail, etc. Vous allez peut-être connaître ce que c'est de la douleur. Après, bien évidemment, en power, on a beaucoup de fatigue nerveuse, c'est autre chose, mais bref, ça pour dire que l'équilibre, c'est pas la meilleure des choses pour progresser. Yes. Après, c'est peut-être là aussi, pour faire un peu l'avocat, l'équilibre, c'est aussi quand même ce qui va te permettre de tenir sur le long terme. Si tu es trop déséquilibré, tu vas cracher à un moment ou à un autre. Donc, bref, c'est un peu compliqué, c'est un débat un peu philosophique, mais c'est une question de dose. Et faut juste connaître son seuil maximal de tolérance, quoi. Sous-côté ou sur-côté, le queuing. Donc le queuing, c'est les clés qu'on va donner à nos athlètes. Typiquement, tire ta cage thoracique vers la barre lorsque la barre descend au bench pour en gros, c'est une clé, quoi. Je ne saurais pas le définir autrement. Un tips. Ouais. Attends, je réfléchis, mais en soi, instinctivement, je dirais côté à sa valeur. Tu vois, si j'arrive pas trop à choisir. Je dirais pas que c'est. En fait, j'ai l'impression que ça dépend un peu du niveau de l'athlète. Vas-y, développe. Ça m'intéresse. Hein. Ouais. En gros, pour les débutants, j'ai l'impression que ça va leur apporter vraiment énormément de choses et de pouvoir bien comprendre les bases, tu vois. Et que pour certains athlètes qui ont déjà une technique stable, ça peut être un peu sous-coté parce que ça peut, en fait, des fois, tu peux donner des cues qui vont être un peu contre-productifs parce qu'en fait, ils vont peut-être oublier l'essentiel, oublier les bases, oublier de forcer et se concentrer là-dessus. Du coup, voilà, je suis un peu mitigé sur la question. Ok. Moi, j'aurais tendance à dire sur le côté. Parce que plus j'avance dans ma pratique de coach et même ma pratique personnelle d'athlète, plus je me rends compte que réfléchir, c'est ton ennemi, en fait. Et le queuing, ça amène forcément une réflexion à un moment ou à un autre. Mes athlètes, les athlètes qui progressent le mieux et avec qui les retours quotidiens se passent le mieux, c'est généralement ceux où en fait le queuing va être très très rare. Et quand il va y en avoir un, il va être très, j'en parlais dans le dernier podcast, mais il va être très productif en fait. Donc sur queue ton athlète, c'est prendre le risque de le perdre. Et ce que je dis souvent, c'est que je sais pas, genre quand tu cours, parce que je sais pas, tu te fais courser par un mec avec un couteau, tu vois. Est-ce que tu vas réfléchir à ta foulée, à comment tu poses tu poses ton gros orteil dans le sol, à ta respiration, etc. Non, instinctivement, tu vas faire quelque chose, tu vois. Et justement, si tu réfléchis à ce moment-là, c'est le moment où tu vas te prendre les pieds dans les pattes et que tu vas tomber et tu vas te faire tuer. Tu vois. Ouais. Donc, moi, je pars du principe que c'est un peu pareil. Genre, quand tu mets ton 1RM sur le dos, si tu penses à torque le sol avec ton gros orteil, je sais pas quoi, mais en fait, tu prends plus de risques d'oublier l'essentiel qui est de pousser en te concentrant sur quelque chose qui va pas forcément t'aider. Donc, le queuing, très rarement, un queuing très simple à comprendre, très visuel, et bien évidemment, avec le rappel on pense au queuing, mais on n'oublie pas de pousser. Donc, typiquement, j'y pense sur mon setup, etc. Et généralement, un bon queuing, c'est celui que tu fais en amont du lift, quand tu pousses. C'est rare qu'il y ait un queuing qui soit productif. Par exemple, ceux qui queuent l'ouverture des coudes. Moi, j'y arrive pas. Genre, je me dis, mais comment ça, tu queues l'ouverture des coudes Enfin, tu fais des cauchemars.
Non, mais le chien, il fait des cauchemars. Hein. Ouais, je disais au bench, il y en a, ils cuent l'ouverture des coudes. Donc, en gros, le fait d'ouvrir ses coudes. Alors, je critique pas, hein, mais moi, je trouve ça très compliqué à cuer, honnêtement. Parce que pense à ouvrir les coudes, donc un truc très technique, qui peut vite t'amener à des désexements, etc. Et qui, d'ailleurs, doit se faire de manière naturelle. Hein. L'ouverture de coude, c'est pas quelque chose qui doit, pour moi, être conscientisé. Il faut que ça soit stabilisé, mais pas conscientisé, en mode je le fais. Par exemple, il y en a qui cuent ça. Je pourrais te donner plein d'exemples comme ça, de choses où, en fait, où si tu cues pendant le mouvement, c'est trop compliqué en fait pour l'athlète de réfléchir à ce que tu es en train de lui faire comprendre. Mais tu veux dire pendant la phase de pousser? Ah oui, au bench, tu sais, t'as le coup de légèrement rentré, ensuite il va s'ouvrir pour laisser l'engagement des pecs, etc. Bref. Mais après, c'est un détail, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un moment pour cue aussi. Moi, ce que je cue en général, c'est ce qu'il trouve autour du mouvement. Donc en gros, c'est sur la phase de setup, la mise en tension, l'intention, etc. Enfin, pendant le mouvement, c'est compliqué de cue, je trouve. À part, par exemple, le squat sur la portion basse, mais c'est du cueing très facile. C'est ce truc de voir la portion basse comme un moment où tu mets pas plus de vitesse, etc. Enfin, c'est très simple. Mais par exemple, oui, torque sur ton gros orteil quand tu es en portion basse, etc. Oui, mais enfin, tu vois, genre doucement. Donc, cueing sur côté parce que c'est mal utilisé, je trouve, mais quand c'est bien utilisé, ça peut être une arme redoutable pour faire comprendre visuellement à l'athlète quelque chose que tu as envie de lui faire expliquer et que tu peux pas lui montrer en vrai, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est vraiment un moyen mémotechnique en fait. Souvent, moi, je vais voir une amélioration technique et du coup, on parlait avec l'athlète, donner des objectifs. Ok, on va tendre vers ça. Et pour t'aider, je lui donne un cue. Mais il se peut que ce cue-là, en fait, l'athlète a du mal à le comprendre. Donc peut-être l'expliquer d'une autre manière, utiliser un autre cue. Et c'est aussi adapter son discours et s'approprier en fait tu vois des petits aspects mémotechniques en fait. Après, généralement aussi, tu cues pas de la même manière un athlète avancé et un athlète débutant, tu vois. Moi, mes athlètes débutants, c'est du cueing, mais tellement mâché, simplifié, genre limite le tiens ta tension sur la descente en lui expliquant, je sais pas, le fait de, je sais pas, volontairement contracte tes quads ou rigidifie ton bas du corps, tu vois, sur la descente, retire la descente, tu sais, des trucs comme ça. Pour moi, c'est la base et tu vas pas au-delà. Tu commences pas à parler, encore une fois, de torque, de triple bracing, de tout ce que tu veux, en fait. Parce que le débutant va déjà avoir une compréhension du mouvement très limitée, donc si tu lui en donnes trop, il va se perdre. Donc déjà, essaie de comprendre les bases et essaie d'arriver à produire de la force, parce que le débutant, il va sur-réfléchir déjà naturellement, parce que c'est pas naturel pour lui de descendre au squat, tu vois. Donc si en plus de ça, tu le perds, voilà. Donc une fois qu'il réussit à pousser, à produire de la force et à être plutôt stable, là, il va monter en grade et tu peux cue. Et là, c'est là où on arrive à le cueing pour un avancé, où ça va être beaucoup plus technique, parce que tu sais que le mec va pas se perdre dans sa technique, va pas tout modifier. En fait, ça va être une question d'intention pour la personne. Moi, tu me cues aujourd'hui, je vais pas modifier ma technique. Par contre, je vais jeter un petit coup d'œil sur ce que tu m'as cue pour mettre un peu plus d'intention à ce niveau-là. Mais c'est tout un art pour moi. Et c'est pour ça que c'est pas tout le monde peut devenir coach. C'est plus le coaching, c'est pas donner des cues, tu vois. Non, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir un mouvement stable et automatisé. Et en fait, la cue peut t'aider à comprendre quelque chose, mais il faut pas se dire que si tu vois que ça a changé pendant une série, c'est bon, on peut passer à la cue suivante. Bah non, parce qu'en fait, ça met des milliers d'heures à être stable et à être répété. Et en gros, si à chaque fois que tu vois qu'il y a une amélioration, tu passes à la queue suivante, et en fait, tu peux arriver à un peu perturber ton athlète parce qu'en fait, il va plus se concentrer sur la queue d'avant et en fait, alors qu'il n'était pas déjà stable, tu vois. Il faut pas. Ouais, pardon. Ouais, vas-y. J'allais dire, il faut pas, comment dire, avoir peur de pas s'excuser, mais par exemple, moi, j'ai une athlète que j'ai eu il y a pas longtemps en coaching. Bah, j'avais pas l'impression, mais j'étais un peu en train de la perdre parce qu'à chaque retour, il y avait un peu du négatif. Ouais, j'ai pas réussi à mettre ça en place, nanana, parce que je me suis trop focalisé sur ça. En fait, je lui dis, écoute, je suis désolé, mais je crois que je t'ai donné un peu trop de cueing, justement, d'un coup. Et du coup, je lui ai dit, écoute, on va repartir sur ça. Et je lui ai donné un truc super simple. C'est limite, c'était juste pour lui faire oublier un petit peu ce que je lui avais dit avant. Parce que par moment, en fait, oui,
en fait, si ton athlète t'écoute, tu es décisionnaire en fait de sa technique. Donc, si tu l'emmènes vers des trucs trop abstraits, etc., n'hésite pas à te remettre en question et enfin, pas t'excuser, mais à reformuler et revenir sur quelque chose de plus simple. On est humain, ça arrive à tout le monde comment dire, d'oublier que de se mettre à la place de l'athlète et de se dire ok, bon, bah, je suis en train de la perdre. Mais bref, euh, pour répondre à la question globale, le queuing, ça peut être très bien comme très néfaste, mais généralement c'est néfaste parce que c'est mal utilisé, je trouve. Ouais. Bah, en fait, ouais, Ok. ça peut être un peu surcoté si tu mises que par ça, quoi. Ouais. Euh, Bah écoute, un autre surcoté sous-côté, c'est la nutrition. Donc je pense c'est plus en mode est-ce que bien manger c'est si important que ça, tu vois. En vrai, je pense que moi, je pense pas que ça soit surcoté, hein. Je pense que c'est sous-coté. Moi, ce que je trouve sous-côté, c'est le fait de bien timer ce que tu manges. C'est-à-dire créer du rituel autour de ta nutrition. Aussi, ouais, le rituel de la nutrition, c'est important pour moi, tu vois. Le fait de manger généralement la même chose aux abords de l'entraînement, aux mêmes horaires, et pas que aux abords de l'entraînement, aussi dans ta vie quotidienne. C'est ce qui permet de rythmer un petit peu aussi potentiellement tes cycles circadiens, parce que, bah, en fait, naturellement, tu vas pas manger à des horaires. Par exemple, si tu as l'habitude de manger à 4 heures du mat, c'est une habitude. Mais si des fois tu manges à 4 heures du mat et des fois tu manges pas à 4 heures du mat, tes rythmes circadiens, donc ce qui est régi par la lumière du soleil, etc., ça va être totalement déréglé et tu vas avoir potentiellement des problèmes pour aller dormir, pour te mettre à l'action. Enfin, il y a plein de problématiques comme ça avec ce qui tourne autour de la nutrition. Donc pour moi, ce qui est sous-coté, c'est de ritualiser tout ce que tu manges, tout ce que tu fais autour de la nutrition, quoi. Après, l'aliment que tu vas manger, pour moi, il y a trop de dérives, et je suis déjà tombé dans ces dérives, évidemment, de vouloir avoir l'alimentation parfaite. Donc, tu vas te tourner vers des alimentations crues, paléo, intuitives, etc. Et en fait, c'est pas ça qui va fonctionner parce que ça va juste généralement t'amener vers des TCA. Ce qui va fonctionner, c'est de créer une baseline, encore une fois, quelque chose que tu peux répéter dans le temps, qui est ni trop parfaite, ni pas assez, juste un truc pas trop néfaste, tu vois, genre, par exemple, moi, j'aime bien manger des muesli, c'est bourré de sirop de glucose de merde, mais en fait, j'en mange un petit peu le soir, je suis content, et c'est ce qui me permet de créer du rituel, et mon corps s'y habitue, etc., et voilà, quoi, et je suis pas mort. Alors qu'à l'époque, oui, j'étais sur des diètes ultra optimisées, mais en fait, je m'en rendais malade, et le moment où tu craques et que tu fais une crise de boulimie, bah, tu t'infliges moins 50 points de vie dans la tête, alors que si c'était petit muesli le soir, bon, tu perds 0,5, mais ça se lisse sur le temps, quoi. Bah, tu sais, c'est un peu comme à l'entraînement, là. Tu sais, combien de jetons tu mets sur la bouffe? Combien de. Est-ce que Ouais, est-ce que t'es dans l'équilibre ou non mais c'est le ça, c'est comme le déséquilibre? mec, c'est comme le mec qui va faire SBD only matin soir pendant un mois, il s'entraîne plus le mois d'après. Est-ce Ouais. que c'était peut-être pas plus cohérent de faire 2 entraînements par semaine, mais pendant un an, tu vois? C'est pas ça qui t'aurait fait progresser par hasard. Bah, c'est la même chose pour la nutrition. Plus tu vas tendre vers quelque chose de dur à tenir, donc généralement c'est les choses extrêmes qui vont un peu en dehors des codes sociaux, parce qu'aujourd'hui on vit dans une société où on est constamment entouré de bouffe, donc c'est très difficile de revenir vers quelque chose de plus naturel, où on se détache un petit peu de tout ce qui va être bouffe nature en fait. Qui vient de la nature. Donc, il faut aussi savoir dealer avec son environnement. Enfin, c'est très compliqué, encore une fois. Donc, pour moi, il faut juste voilà, trouver un panel comment dire, d'aliments que tu incrémentes dans ta nutrition, dans tes habitudes, et justement, caler ça sur un rituel, des quantités, un timing. Euh, voilà, tu peux manger de tout, entre guillemets, mais il faut que tu respectes une certaine dose, etc., pour que ton corps soit toujours apte à digérer ce que tu lui donnes et que tu te retrouves jamais à l'entraînement en mode ah bah j'ai foiré mon entraînement parce que j'avais envie de chier. Enfin, tu sais, Ouais. genre, ça doit pas arriver, ça. Tu dois rendre prédictible ton état de forme à partir du repas que tu as mangé juste avant, quoi. Je pense un truc sous-coté aussi, c'est l'hydratation. J'en ai fait deux, Ça va de soi. j'en ai fait deux posts Insta avec les chaleurs, mais ça joue vraiment sur la performance et en discutant avec plein d'athlètes, il y a, je me rends compte que en fait, t'as des personnes qui boivent pas beaucoup en fait. Ah, mais clairement, mais je pense qu'on en fait partie aussi, tu vois. Je pense que
Si ton urine, elle est jaune fluo, c'est pas bon, Ouais, chef. après, si elle est blanche, c'est pas bon non plus, tu vois. C'est aussi une question de dose. Et c'est pas uniquement boire de l'eau, c'est avoir aussi une alimentation qui t'amène des électrolytes. Oui, Les gens pensent que l'hydratation, c'est l'eau. Oui, mais pas que. Parce qu'il faut la stocker, l'eau, entre guillemets. On va pas rentrer dans les détails techniques parce que je vais dire de la merde. Mais c'est pas qu'une question de boire de l'eau, en fait. Et c'est pas une question de boire 6 litres d'eau jusqu'à en avoir mal au bide. Enfin, il y en a, ils sont. Encore une fois, c'est oui, écoute, oui, oui, écoute ton corps. bien Les sûr. signaux, c'est quoi? C'est là, je suis déshydraté parce que j'ai bu un café, par exemple. La gorge qui est un peu pâteuse, le fait de commencer peut-être potentiellement un peu à suer, mais tu sues, enfin pas naturellement, quoi. Enfin, il y a plein de signes comme ça, genre la laine qui pue, genre écoute ton corps et voilà, quoi. Et il faut savoir que en fait, si tu ressens que tu as soif, en fait, tu es déjà déshydraté. Ouais, bien sûr. Donc, faire attention à ça. Mais ouais, au niveau de la nourriture, des fois, il vaut mieux un peu trouver son équilibre en mangeant des choses, pas forcément le plus opti sur le papier, mais si ça te permet de garder ta diète et de te sentir bien, tu vois, si tu veux manger du muesli plein de sirop de glucose comme Max, fais-le avec, avec ton fromage blanc. Attends, le chien, voilà, c'est bon. Compliqué d'avoir un chien sur les genoux pendant que je suis en podcast qui dort. Ouais, Il ronfle. j'avais une question par rapport quand on parlait des jeunes qui n'ont pas été sélectionnés. Ouais. Ça m'a rappelé le cas avec, je sais pas si on avait déjà parlé, mais Agatha et son coach. Alors j'ai vu passer le poste. C'est quoi? C'est son coach qui a été. Enfin, ils n'ont pas Alors, été sélectionnés parce qu'il y a des problèmes avec son coach. moi ce que j'ai compris, c'est un peu la même idée que ce qui se passe en France, c'est que bah, quand tu as un athlète, par exemple, moi j'avais mon athlète, il a été qualifié au championnat d'Europe, bah, c'est l'équipe de France qui le gère sur place. Ah oui, ouais, ouais. Et là, du coup, pour les World Games, en gros, ça aurait été des coachs de l'équipe De la Pologne. de la Pologne. Ok. Et sauf qu'Agatha, elle a dit, bah non, moi je veux mon coach. Ça a toujours été mon coach. En tout cas, c'est peut-être un changement qu'ils ont voulu faire. D'accord. Et bah, ils ont dit, bah non. Et du coup, Agatha, elle a dit, bah j'y vais pas du coup. En vrai, alors j'avais pas suivi, mais c'est intéressant. En vrai, je suis mitigé. Dans un sens, si on se base sur, encore une fois, les émotions, en tant que coach, on a envie d'y aller et on a peur pour son athlète et on se sent légitime de gérer son match. Et justement, le coach qui va gérer son match, on ne sent pas forcément, enfin, c'est pas qu'il est illégitime, mais on se dit, mais il la connaît pas, etc. Enfin, Mm. voilà quoi. Maintenant, on fait un sport qui est très simple. Genre, oui, bien évidemment, tu connais mieux ton athlète, tu sais sa capacité à grind, tu sais sa capacité, voilà, tu peux gérer son stress, etc. Mais c'est simple de donner un papier en soi et de gérer un match. Donc en soi, c'est beaucoup moins compliqué que si, voilà, tu changes de coach. Je sais pas, par exemple, je suis même pas sûr, hein, mais il me semble que, putain, je vais te dire des conneries. Par exemple, un boxeur. Je sais pas s'il a le coach de l'équipe de France avec lui ou si c'est son coach habituel. Et je pense que son coach habituel, en tout cas, il est pas très loin, tu vois. Peut y avoir enfin, cette double gestion. Bref. Mais je pense qu'un sport aussi technique que la boxe, c'est pas la même chose que power. Maintenant, euh, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, par exemple, équipe de France de foot. Didier Deschamps, c'est pas l'entraîneur de Mbappé, tu vois. Mbappé, enfin, il se fait gérer au quotidien par quelqu'un d'autre. Ouais. Pourtant, c'est Didier Deschamps qui va le gérer, tu vois. Parce qu'il y a ce truc de, ok, bah, tu fais partie d'une équipe. Et une équipe, elle est régie par un entraîneur. Parce qu'en fait, si chaque entraîneur de chaque athlète sélectionné en France en powerlifting gère le match de son athlète, il n'y a plus cette notion d'équipe. C'est plus en mode une représentation, tu vois. Là Oui, où et puis il y a aussi des athlètes qui vont pas avoir de coach ou alors ça va être le petit copain ou je sais pas quoi. Donc ouais. il va y avoir aussi ce truc un peu déséquilibré où ok un tel elle est coachée par le meilleur coach de France et moi je suis coaché par mon daron parce que j'ai pas de coach, tu vois. Alors que là Ouais, ça je suis d'accord. standardise. C'est le coach de... Après pourquoi pas créer une collaboration. C'est-à-dire les deux coachs sont là, le coach de l'athlète et le coach de l'équipe de France. Pourquoi pas? Mais je pense qu'ils n'ont pas voulu faire d'exception pour n'importe qui, même si c'est la meilleure athlète. Ah oui, non mais bien sûr, moi je comprends
je comprends le choix de l'équipe de Pologne et d'Agatha. C'est compréhensible. Maintenant, voilà, il y a un moment, il faut aussi savoir se plier aux règles. C'est bête de ne pas participer à une compète prestigieuse parce que tu peux pas avoir c'est pas son petit copain, j'en sais rien, mais ton coach avec toi, tu vois. Et je crois que ce qui s'est passé aussi, c'est qu'ils ont supprimé son salaire. Son salaire Non, en tant que en tant en que tant que sportif de sportive. haut niveau. De haut Parce niveau. qu'elle a pas voulu. Ouais, parce qu'elle s'est pas pliée aux règles. Faut savoir aussi. Bah ouais, bah après c'est le jeu, tu vois. C'est le Ouais. jeu. Mais après, je pense qu'Agatha, elle a pas besoin d'un salaire, enfin de ce salaire où elle trouvera des moyens pour régler cette Ouais. problématique. À voir. Bref, Ouais. mais bonne question. Enfin, Bon, bonne en tout cas, solution. je suis d'accord avec ton analyse, hein. En vrai, je sais pas si ça vaut le coup, tu vois, d'avoir autant de points négatifs juste parce que t'as pas ton coach, quoi. Oui, c'est ça. Même. On fait du power encore une fois. Voilà. Pour toi, c'est quoi la qualité première qu'un athlète doit avoir pour aller loin dans ce sport? C'est vrai que cette question, elle revient un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais je pense que c'est la résilience, hein. Même la maturité, ouais. Ouais, voilà, ouais. J'avais la résilience en tête pour aller loin dans ce sport. En fait, tu la développes aussi ta résilience avec le temps, mais ouais, c'est un gros aspect parce que en fait, tu vas commencer ce sport et tu vas avoir plein de choses à apprendre. Ça va être vraiment l'extase, tu vois. Tu vas PR sur PR Ouais, et tu vas arriver à un moment où ça va être plus difficile. Tu vas stagner par moment, par période. Les PR vont se faire de plus en plus rares. Tu vois, tu vas devoir bosser 1 mois, 2 mois, 3 mois juste pour gratter 2,5 sur ton lift. Et c'est là, en fait, où si tu n'as pas cet aspect un peu long terme et un peu, comment dire, ouais, résilience, même apprendre aussi à aimer le processus, tu vois, bah, tu vas pas pouvoir continuer. ouais. Et j'en ai parlé d'ailleurs dans le dernier webinaire sur la longévité, mais tu regardes en fait les athlètes les plus forts, les plus prestigieux, en fait, ils ont une dizaine d'années minimum de Mm. compétition derrière eux. Donc en Et fait, ils ont 3 ans d'entraînement. il y a aussi ce truc de l'impact que ta vie passée a sur ta façon de gérer aussi tes émotions. En fait, la résilience, c'est quelque chose qui se construit, mais qui par moment, la construction, elle est subie. Je connais très peu de personnes qui arrivent enfin, à atteindre le haut niveau en ayant une vie facile. Genre, moi, je pars du principe que plus ta vie, elle a été difficile et plus tu as bataillé, plus en fait, c'est du pipi de chat pour toi, tu vois, de devoir t'entraîner, de devoir faire des concessions, etc. Il y a des personnes qui sont un peu dans ce truc de leur vie a toujours été très simple, et dès qu'elles sont confrontées à un peu de difficulté, bah, elles savent pas faire front, en fait. Elles ont jamais appris à faire front. Elles ont jamais appris à être réellement résilientes, tu vois. Mm. Donc, dans le power, ça va, hein, on parle pas d'aller au front et de faire des choses difficiles. Mais rien que ça, rien que le fait de, par moment, s'entraîner sans résultat et serrer les dents parce que l'entraînement est foncièrement dur, c'est quelque chose de pas possible pour certaines personnes, tu vois. Donc, je Ouais, pense ça, qu'il y a aussi, il y a aussi ce truc de, quelque part, on est chanceux d'avoir vécu des choses dans notre vie qui ont fait que aujourd'hui, bah, il m'en faut plus pour souffrir, tu vois. Genre, il m'en faut plus pour avoir l'impression d'être réellement dans le dur. Moi, j'ai jamais eu l'impression en faisant du power, alors, bien sûr, c'est dur, bien sûr, c'est chiant des fois, mais de me dire, ah ouais, c'est une épreuve dans ma vie, tu rigoles ou quoi? Mais il y en a, c'est le cas, tu vois. Il y en a, c'est vraiment, et c'est généralement ceux qui font les vidéos en mode, bon, bah, j'ai arrêté le power, parce que ça me tuait ma vie, tu vois. Je critique pas, hein, mais un peu. un peu. Non, je critique pas. Je critique pas, j'ai envie de te dire, c'est chacun est comme il est, tu vois. Et ce qui est difficile pour moi est sûrement du pipi de chat pour d'autres, tu vois. C'est aussi chacun son niveau au niveau de la résilience. Mais ouais, on disait la Résilience, qualité première, ouais. la patience, Maturité, ouais, nickel. être patient, savoir que c'est sur du long terme. Et après, en fait, ça t'apprend plein de choses, mais je pourrais dire aussi la discipline, parce que ça Ouais, mais la t'oblige. discipline, c'est plus une
quelque chose que tu vas apprendre avec le temps, tu vois. Ouais, que tu vas développer. Ouais, c'est ça. Mais ouais, bref, résilience, maturité. Parce que coacher des sub-juniors par moment, c'est pas très simple. Non, en fait, c'est bien parce qu'ils ont la passion, ils veulent, Non, ils ont la passion, ils ont la hype. ils ont la hype, ouais, ils veulent. Mais quand la hype elle redescend parce que les minima ils prennent plus 100, ou alors qu'ils passent en junior, Bah, c'est là qu'ils prennent en maturité. ouais. Non, y aller, ils sont cool. Euh, Attends, parce que j'en ai encore pas mal, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Quel avenir donnes-tu à la force athlétique dans les années à venir? Encore une fois, je pense qu'on peut faire un peu rebond à rebond à ce que je disais sur le post où je parlais du fait qu'en ce moment il y a beaucoup de personnes qui arrêtaient. Qu'est-ce que toi tu peux en voir? Moi, je pense que la hype n'est pas finie. Ah ouais? Ouais, je pense que ça va continuer. Parce que on a quand même une grosse hype, parce qu'en fait, il y a eu, c'est la suite en fait de la hype du fitness en général. Et j'ai pas l'impression que ça redescend. En tout cas, les salles. Moi, j'ai grave l'impression que les gens se tournent vers du sport hybride. Aerox, trucs comme ça. Oui, oui, oui. J'ai Mais l'impression que la hype post-Covid, j'en ai parlé, hein, mais ce truc de, OK, il y a la réouverture des salles, mais en fait, ça nous gave de retourner à la salle faire du leg extension, tu vois. Et en fait, on commence à maxer un peu et tout, tu vois. Et là, il y a la hype du Aerox, il y a la trend de l'athlète hybride, du lifestyle avec du cardio, etc. Et en fait, il y a plein de personnes. Et encore une fois, c'est les personnes qui faisaient pas forcément de la force parce qu'elles aimaient pousser, mais plus pour ce truc lifestyle, je mets un singlet, appartenance. Et en fait, bah, il y a l'Aerox, c'est plus stylé, mec. L'Aerox, t'es pas enfermé dans ta salle. Il y a un aspect communautaire, des compètes stylées où tu peux prendre ta photo avec le timer derrière toi. Tu vois. Pour moi, ouais, il y a une scène. La hype est toujours là parce que quand on dit la hype, c'est l'engouement que peuvent avoir les personnes autour de ce sport. Mais la hype, en mode, il y a une explosion dans le power. En fait, il faudrait voir les stats. Il faudrait voir le nombre de licenciés sur encore les 5 années à venir. Mais je pense que ça a fait ça. Et là, ça va se stabiliser. Ça va peut-être pas redescendre, tu vois. Ça va peut-être juste se stabiliser. ouais. Ah, tu me fais réfléchir par rapport à ça, mais Coquin, il c'est vrai dort que depuis tout à l'heure. c'est vrai que je suis un peu biaisé, quoi. Je vais réveiller là. Ouais. Je suis un peu biaisé parce que je kiffe l'AFA, tu vois. Ouais, mais te passe Mais pas sur ta pratique à toi. Regarde autour de toi si tu as remarqué des choses. ouais. Moi, c'est uniquement ça. Hein, dans Après, ce sport. tu sais, même en salle de muscu, tu vois, Basic Fit, Fitness Park, il y a quand même de plus en plus de power et même jeunes, tu vois, qui se mettent, Ouais. Et en fait, je pense que tu auras toujours ce truc de mecs qui commencent la salle pour développer un physique et qui petit à petit perdent la flamme parce que bah, ils ont un physique satisfaisant et ils voient plus trop de buts. Et le truc en fait vraiment bien, vraiment intéressant avec la FA, c'est que bah c'est concret quoi. Ton total, c'est Ouais, con- c'est c'est concret. c'est concret, pas forcément, tu vois. Je connais pas mal de personnes qui ne progressent plus ou alors qui sont limitées par tout le temps des douleurs ou alors une instabilité dans leur quotidien et du coup, même le 2,5 sur leur total, il est pas là, tu vois. Ouais, bon après, Parce que justement, il y a cet aspect de quantifier sa progression grâce au power, mais des fois, tu la quantifies bien en pleine gueule, hein, parce que, bah, en fait, il y a zéro, tu vois. Il y a même moins 10, moins 20 sur le total. ouais, mais je pense que si tu fais les choses bien, ça t'arrive pas. Je sais pas, hein, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des athlètes, donc c'est moi qui les coach, donc je suppose que je faisais les choses bien avec eux. Et en fait, parce que, après, oui, on peut toujours me cacher que en fait, la récup est merdique, qu'il n'y a pas d'intention à la salle, etc. Mais les personnes avaient l'air de faire les choses plutôt bien, mais juste ça voulait pas, tu vois. Parce que je pense qu'il y a aussi ce truc de va falloir dépasser un palier, tu vois. Mais ce palier, il est pas enfin, la personne, je sais pas, psychologiquement, même physiquement, est pas capable de dépasser ce palier momentanément, tu vois. Du coup, la stagnation, elle dure, et puis en fait, t'arrêtes. Tu vois. Hmm. Mais je suis Ouais. d'accord avec toi, si vraiment, dans un monde idéal, tout le monde mettait l'intention max, la prog parfaitement
faites, réalisez, etc. Bien évidemment que la stagnation, ça serait un concept beaucoup peu abordé, enfin beaucoup peu, comment on appelle ça, expérimenté, tu vois. Ouais. Et la plupart des gens, c'est des humains, donc voilà. Ouais, t'as l'aspect mental qui joue, t'as plein d'autres aspects, mais ouais, c'est vrai que Bien sûr. normalement, si tu fais les efforts, ça marche. Mais Ouais. après, je comprends l'engouement pour d'autres sports qui sont un petit peu plus accessibles ou un peu plus fun, entre guillemets, parce Ouais. que ça demande de faire plein d'exos, du cardio. Cardio, c'est accessible, tu peux t'entraîner, aller courir. Après, personne ne vous interdit de faire une session Aerox. Moi, j'ai un athlète qui fait du bench only, il progresse, hein, il perd, etc. Mais il fait de l'Aerox à côté. Enfin, Ouais, bien personne ne évidemment. peut être parfait. Hein. Non, mais il y en a, c'est ce que je disais hier. Au pire des cas, si tu as besoin de fun dans ta vie, c'est que quelque part, tu acceptes le fait de ne pas faire les choses parfaitement pour atteindre tes objectifs les plus hauts. Donc, quelque part, si tu fais une session d'Aerox, ce ne sera pas la chose la plus optimale, ou du moins, voilà, tu pourrais faire autre chose. Mais c'est ton équilibre. Tu peux faire les deux. Enfin, voilà. Moi, en fait, pour moi, si tu veux performer au max, tu penses même pas au plaisir. Tu penses même pas à l'équilibre. Donc en fait, si tu penses à ça, si tu penses à oh, j'aimerais bien prendre du plaisir un peu plus à l'entraînement, etc., c'est que tu es sorti de ce truc de je serre les dents et je fais les efforts. Donc là, à ce moment-là, tu peux totalement te poser la question de rajouter un aerox par semaine, un crossfit, un je sais pas quoi. Parce que tu n'es plus dans cette recherche d'optimisation de la spécificité de tout ce que tu veux, tu vois. Ouais. T'es dans la recherche du plaisir, donc dans le sport loisir quelque part. Donc fais. Mais moi, tu vois, je trouve mon plaisir à être dans ce Ouais, déséquilibre en mode l'entraînement il va être dur, tu vois, j'aime ouais. m'entraîner en fait. Et c'est pour ça que tu te poses pas la question de est-ce que je me lancerai pas à l'Aerox, tu vois. Parce Non, que mais tu j'ai as eu des phases, oui, j'ai eu des phases aussi où bah la motivation était en baisse, j'ai et comme testé tout le monde. le street lifting, j'ai Le testé des power choses. building. Ouais, non, mais Non, ça, mais jamais comme ça. tout le monde. Comme tout le monde. Mais après, c'est juste une question de, encore une fois, qu'est-ce que ça va me coûter? Est-ce que je préfère perdre sur mon total, ou alors du moins progressivement rapidement, mais prendre plus de plaisir? Après, on dit ça, mais on peut très bien progresser grâce justement à d'autres choses. Grâce au fait de sortir une fois par semaine, faire un five ou un aerox avec ses potes. Enfin, il y a aussi plein de qualités que tu peux avoir dans le fait de juste bouger, en fait. Il y en a, ils sont trop psychorigides et ils en oublient de travailler leur cardio, etc. Et en fait, bah, quelque part, c'est des ressources en moins sur leur progression parce que le cardio amène telle ou telle chose, parce que le fait de couper nerveusement, tu récupères mieux, parce que il y a toujours des choses à en tirer, en fait. C'est juste une question de genre de doser. Et généralement, les gens qui se tournent vers d'autres choses ne dosent pas. Vont rechercher le plaisir, donc vont faire plusieurs séances d'Aerox. Enfin, c'est très rare que les personnes arrivent à faire deux choses en même temps de façon très équilibrée pour que rien n'impacte l'autre. Il y a toujours un déséquilibre. Mm. Enfin bref. On s'en pose une petite dernière. Allez, Euh, t'en choisis une bien. Bah, il y en a pas mal parce que et c'est normal de se sentir anxieux en fin de bloc, par exemple, ça peut être intéressant. Je sais pas si ça te parle, moi ça me parle. Euh, Ouais, vas-y. Quand tu programmes, as-tu tendance à te baser sur ton expérience personnelle? Genre en mode, ah, ça marche sur moi, donc ça marchera sur lui, tu vois. Je pense qu'on peut être un peu tous biaisés par ça, Ouais, mais il faut arriver à s'en sortir hein, pour coacher un nombre d'athlètes suffisant. Mais je sais que chaque coach, en fait, a un peu ses formats, ses ça méthodes, quoi, DA. sa DA. Ouais, Donc oui, plus ou moins, j'ai une façon de faire de base, on va dire, que je module en fonction des athlètes et en fonction des données que ouais, je reçois avec mes athlètes. Donc oui, après, je sais que, enfin, il faut pas être dans ce truc de ah ça marche sur moi, donc ça a marché sur l'autre. Parce qu'en fait, chaque corps est différent. Ta capacité à ouais. encaisser un certain tonnage ne sera pas la même qu'un autre. Et donc, tu vois, si toi tu peux faire 7 séries de terre, tu vas pas mettre 7 séries à tout le monde, tu vois, sinon tu vas tuer des gens. Ouais, bien sûr.
En fait, ouais, c'est ce truc déjà de pas sur-individualiser, de pas se dire, ok, tout le monde est différent, donc je me réinvente à chaque programmation. Donc c'est Oui, avoir tu sa fais tout et base, n'importe quoi. sa ligne directrice, quelque chose que tu maîtrises en fait. Parce que si tu maîtrises pas, tu manqueras forcément de cohérence de bloc en bloc. Donc quelque chose que tu maîtrises et ensuite bah, se tourner vers la communication avec ton athlète qui va en fait lui-même te donner les clés. Typiquement, ton athlète, c'est lui qui va dire s'il est fatigué, s'il ressent des interférences, s'il sent un manque justement de stimuli, etc. Et en fait, toi, tu as juste à adapter par rapport à ça. Et en fait, ça va vite te faire sortir de ton schéma personnel parce que tu vas être forcément biaisé peut-être le premier ou le deuxième bloc. Et dès le troisième, en fait, la communication et la façon dont tu programmes va t'amener vers un bloc qui lui ressemble à lui et pas à toi. Ouais. Et tu n'aurais pas forcément envie de faire son bloc d'ailleurs. Donc, il faut juste se baser sur son expérience personnelle en termes de structure au niveau de ton coaching et ensuite individualiser très subtilement pour ne pas partir dans tous les sens. Et justement, quand tu sens que tu pars dans tous les sens parce que tu as trop individualisé, tu as trop poussé le truc, revenir sur quelque chose de plus simple parce que généralement, c'est le moment où l'athlète stagne un petit peu et ne progresse plus. Ouais, c'est exactement ça. Prendre en compte aussi ce qu'il faisait avant. Ouais. Ne pas totalement le changer. Après, ça dépend ce qu'il faisait. Hein. S'il faisait n'importe quoi, bon, Bien sûr. Après, c'est pareil repartir sur une base. Mais... dans le queuing aussi, tu vois, genre ne pas appliquer à tout le monde ce que toi tu fais. Et par exemple, moi, j'ai une façon de taire qui m'est propre, que je ne vais pas forcément recommander. À l'époque, je mettais des drops au bench. Bah, il y a très peu de mes athlètes qui ont succombé à la méta, tu vois. Parce que, par exemple, je suis pas du tout pour les drops au squat, mais il y a certains athlètes, en fait, c'est OK parce que bah, chez eux, ça fonctionne bien. Du moins, quand on les passe à plat, il n'y a pas forcément d'avantage et peut-être même plus de négatif, ce qui est rare, mais ce qui peut arriver. C'est aussi savoir se sortir de ses propres croyances pour ne pas limiter l'athlète, en fait. Parce que tes croyances peuvent limiter l'athlète. Et c'est ça, être un bon coach, quelque part, c'est d'avoir une pensée hybride. Et non pas hybride en mode on va faire de l'aérote, mais plus comment dire, j'ai plusieurs chemins qui s'offrent à moi et je suis pas frileux d'aller vers n'importe quel chemin en fait. J'ai pas qu'un seul chemin et en fait être psychorigide sur sa façon de coacher, c'est la meilleure façon d'enfermer son athlète. Ouais, je pense que ça peut être la fin du. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, si vous avez kiffé format Q&A comme ça, ben, n'hésitez pas, ça nous permet d'aborder plus de choses. Peut-être un format un peu plus digeste parce que c'est sûr que quand on parle une heure dans le même sujet, ça peut vite devenir un peu redondant. Donc voilà, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, nous envoyer un message Insta si vous avez des questions pour un prochain Q&A. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le bench de A à Z, le e-book le plus complet sur le bench, je pense, du monde. J'ai regardé sur Internet, j'ai pas trouvé. Disponible en description et moins 10% avec le code bench10. Merci pour la force d'avance. Pour être coaché par l'un de nous deux, n'hésitez pas aussi à vous rendre en description. On prépare la rentrée ensemble. Donc voilà, plus vite vous venez, plus vite vous aurez votre place. N'hésitez pas. Et si vous voulez nous soutenir, un petit like, un petit abonnement parce que vous êtes beaucoup à regarder sans vous abonner. C'est important pour nous et pour la monétisation bientôt. Et on va voilà, quoi. sortir pas mal de choses aussi sur YouTube, donc restez, abonnez-vous et restez Comme d'hab. connectés. Bah là, moi, je suis enfermé 3 semaines là dans ma maison parce que la salle elle est fermée et que j'ai la flemme de payer 80 balles pour m'entraîner 6 fois dans une autre salle. Donc, je vais m'entraîner full à la maison. Donc, je vais faire des vlogs, etc. Ça va être cool. Et toi, Romain, d'ailleurs, tu t'entraînes à Basic Fit? Je m'entraîne à Basic Fit maintenant, ouais. La salle orange pendant 3 semaines? Ouais, la salle du début, la salle des Ah, ça va être- débutants. Putain. Non, bah écoute, force à nous et on se dit à la prochaine, les gars. Ciao.